Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, je vais discuter les arguments de la majorité présidentielle contre l'amendement proposé par les Insoumis pour un référendum d'initiative citoyenne. Mais pour commencer, regardons concrètement ce que c'est cet amendement. Alors, voilà le texte de l'amendement 1131 déposé par les Insoumis. Donc le texte se trouve ici. Il s'agit d'insérer deux alinéas dans l'article 11. Le premier alinéa dit qu'un référendum tendant à l'adoption ou à l'abrogation de tout projet ou proposition de loi peut être organisé sur l'initiative d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Alors un dixième, c'est comme il y a actuellement dans l'article 11, dans l'initiative, le référendum d'initiative dite partagée, c'est le même chiffre d'un dixième des électeurs inscrits. La différence, c'est qu'on ne demande plus qu'il y ait un cinquième des parlementaires. Donc là, ça serait vraiment avec cette réforme-là, si cet amendement était accepté, ce serait vraiment le peuple qui aurait l'initiative. Alors qu'actuellement, c'est les parlementaires qui ont l'initiative. Ce chiffre reste quand même très élevé, c'est le chiffre actuel, un dixième des électeurs inscrits, c'est beaucoup. Donc cet amendement est très modéré. Il a l'avantage de faire en sorte que ce soit un référendum d'initiative populaire et non plus parlementaire, mais avec un nombre vraiment très élevé de signatures requis. Ici, c'est l'adoption ou l'abrogation de tout projet de loi ou proposition de loi. Donc, on peut adopter quelque chose, et c'est l'aspect vraiment proposition, initiative. Et puis, abrogation, c'est aussi de pouvoir éliminer des choses existantes. Tout projet ou proposition de loi. Donc là, c'est large en ce qui concerne les lois. Mais par contre, ça touche pas la Constitution. Donc ça permet pas de modifier la Constitution, ce qui est le défaut majeur de cette proposition. C'est toujours pas un véritable référendum d'initiative populaire puisque ça ne permet pas de modifier l'échelon le plus élevé du système juridique. Donc ça ne redonne pas réellement le pouvoir au peuple. En ce sens, je dirais que c'est une proposition bidon, mais c'est un bidon qui est nettement mieux que le bidon qui existe actuellement dans l'article 11. Donc par rapport à ça, c'est un progrès important. Lisons aussi le deuxième alinéa qui serait rajouté, c'est une proposition de loi présentée par un dixième du corps électoral dans les conditions fixées par une loi organique est automatiquement soumise au référendum dans un délai de 2 mois après son dépôt. Et ça, c'est un progrès massif par rapport à ce qui existe actuellement dans l'article 11, parce que c'est automatiquement soumis au référendum. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a un vote populaire. Alors que dans la version qui est actuellement dans l'article 11, bien le sujet doit simplement être soumis au Parlement, et puis le Parlement peut en faire ce qu'il veut, il peut jeter à la poubelle, et puis ça se termine là. Tandis que là, au moins, il y aurait réellement un vote. Donc on voit que par ces deux apports sont extrêmement importants. Vote populaire automatique, et puis pour ce qui se passe à la fin, c'est un vote populaire automatique, et puis au début, l'initiative, elle vient des électeurs. Il reste quand même deux faiblesses, c'est que le nombre d'électeurs qui doivent signer cette initiative est quand même très élevé, et surtout que c'est pas possible avec ça de modifier la Constitution. Et je vous laisse maintenant écouter un extrait de la présentation de Bernalicis qui a présenté cet amendement.
Vous verrez qu'il est conscient que le nombre de signatures requis reste très très élevé dans sa proposition. Par contre, il ne parle pas du fait que ça ne permet pas de modifier la Constitution. Nous proposons par cet amendement qu'il puisse y avoir un référendum d'initiative populaire et non pas un référendum d'initiative partagé comme il existe aujourd'hui, mais qui n'est, ma foi, trop peu utilisé sans doute, que ce référendum d'initiative populaire puisse être mis en œuvre pour l'abrogation ou l'adoption d'une loi en ayant les mêmes critères que pour le référendum d'initiative partagée, à savoir 10% des inscrits, ce qui fait déjà un paquet de monde, c'est-à-dire environ 4,7 millions de personnes. Bon, voilà la proposition que nous mettons sur la table. Et maintenant, écoutons la réponse du rapporteur de la commission qui a évidemment émis un avis défavorable. Ce que vous venez de dire, c'est au fond du Le Fur à l'envers. Il y en a un qui voudrait que ce soit le président de la République qui puisse, au fond, ruiner le rôle du Parlement, et en voilà un autre qui propose, collègue éminent, que, au fond, l'ensemble des débats puissent être préemptés par l'idée même d'un référendum sur la base d'une initiative. Alors, du Le Fur à l'envers, il faut que je vous explique ce que c'est. Donc, Le Fur est un député qui a proposé un autre amendement qui visait le référendum d'initiative présidentielle tel qu'il existe actuellement dans l'article 11. Donc, il y a un référendum actuellement d'initiative dite partagée, puis un référendum d'initiative présidentielle, et tous les référendums qu'il y a eu en France, ça a été des référendums d'initiative présidentielle. Et le FUR a proposé d'élargir le domaine d'application de ce référendum d'initiative présidentielle. Alors, a priori, on pourrait imaginer que ce domaine est déjà très très large et qu'il intègre déjà des modifications de la Constitution, puisque De Gaulle a par deux fois utilisé ce référendum d'initiative présidentielle pour effectuer une modification, proposer une modification de la Constitution. Mais l'interprétation a aujourd'hui changé et puis la majorité en tout cas estime que que ce référendum d'initiative présidentielle ne peut plus être utilisé pour modifier la Constitution, mais simplement un certain nombre de lois et des lois, une partie seulement des lois. Et le FUR, ce que proposait le FUR était extrêmement, disons, modéré, puisqu'il ne s'agissait même pas de permettre de pouvoir modifier la Constitution, mais juste d'augmenter le cercle des lois qui peuvent être sujets à ce référendum d'initiative présidentielle. Donc quelque chose de relativement modéré, mais quelque chose aussi de complètement mal ciblé, parce que c'est sur un référendum d'initiative présidentielle et non pas d'initiative citoyenne. Et la réponse du rapporteur à Le Fur a été de dire non, on ne peut pas augmenter le champ d'action du référendum d'initiative présidentielle parce que ça renforcerait trop le pouvoir du président par rapport au Parlement. Donc c'est une question d'équilibre entre le pouvoir de l'exécutif et du législatif. Ce qui dans les circonstances actuelles fait un tout petit peu rigoler puisque au fond le législatif est complètement à la botte de Macron, et là ils ont la majorité et ils obéissent, ils font ce que veut Macron, donc le législatif est complètement à la botte de l'exécutif et qu'il n'y a pas vraiment de séparation des pouvoirs et donc il n'y a pas vraiment d'équilibre, mais d'équilibre à avoir entre ces deux pouvoirs qui sont au fond à la botte du même homme. Mais disons, d'un point de vue historique, il pourrait y avoir des circonstances où le Parlement n'est pas du même côté que l'exécutif, politiquement, et puis où ça pourrait avoir un sens. Donc il y a toute cette question d'équilibre. Je fais une autre vidéo où je vais parler de l'équilibre. Et là, c'est le passage où vous voyez la contamination de cette question d'équilibre qui est en fait légitime lorsqu'on parle de référendum d'initiative présidentielle. Maintenant, vous voyez là la contamination lorsqu'on parle de l'amendement des Insoumis qui, lui, est un référendum d'initiative citoyenne.
Et maintenant, je vais vous laisser écouter la suite de l'intervention du rapporteur. Il y a quelques exemples glorieux. Tout à l'heure, quelqu'un vantait la grande démocratie cantonale helvétique. Reprenez les thèmes qui sont soumis. C'est très souvent le fait de quelques cliques affairistes et de quelques lobbyistes qui, d'ailleurs, à la fin des fins, sont souvent démasqués. En Californie, en 1978, il y a eu la très fameuse proposition 13, qui fait que, très rapidement, les services publics et d'autres se sont immédiatement dégradés. Donc là, vous avez une attaque contre la démocratie directe. Euh, je vais surtout répondre concernant la Suisse. Là, il y a aussi une partie sur la Californie. Je parlerai un peu moins de la Californie parce que c'est une démocratie directe locale et qu'elle est en fait soumise aux décisions qui sont prises au niveau fédéral, alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas de démocratie directe au niveau fédéral. Donc il y a toute une partie des décisions qui sont prises à un niveau où il n'y a pas de démocratie directe. Donc, en ce sens, la Californie n'est pas complètement une démocratie directe. Mais ceci dit, on voit là en marche disons, une façon d'argumenter qui consiste à exhiber une décision qui a été prise qui ne plaît pas, à dire, vous voyez, c'est mauvais, il y a cette décision-là qui a été prise et qui ne plaît pas. On peut toujours exhiber quelque chose qui ne plaît pas, et ce qu'il faut faire, c'est vraiment une comparaison entre les deux systèmes. Certainement que dans les décisions qu'a pris l'Assemblée nationale, on peut aussi en exhiber deux, trois qui ne plaisent pas. Donc là, la comparaison, c'est une façon de procéder où on prend juste un point et on dit, ouais, mais il y a ça qui est pas bon, donc l'autre système est meilleur. Mais vous pouvez pas faire une comparaison de deux systèmes comme ça en prenant juste un point euh, sur lequel vous avez une critique et puis dire, ben, puisqu'il y a ça, forcément tout autre système où il n'y aurait pas ces décisions-là qui auraient été prises, tout autre système est forcément meilleur. Mais évidemment, dans ces autres systèmes, il y a aussi d'autres décisions qui auraient pu être prises qui auraient été mauvaises. Donc ça, c'est pour cette stratégie d'argumentation. Plus spécifiquement sur la Suisse, bon, la première réponse, c'est que la Suisse n'est pas, apparemment, n'est pas beaucoup moins bien gérée que la France. Donc, le fait qu'il y ait des référendums d'initiative populaire en Suisse n'a pas l'air d'être si maléfique que ça. Deuxièmement, là, pour la Suisse, il n'a même pas essayé le coup d'exhiber quelque chose qui lui aurait pas plu, une décision populaire qui lui aurait pas plu. Non, il se contente de façon très 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 vague de parler de milieux affairistes et de lobby. Et ben, il y a certainement des initiatives qui ont été lancées par des milieux affairistes, mais vous avez il y a des initiatives qui viennent de partout aussi, du Parti socialiste ou de gens de gauche. Bon, vous pouvez dire c'est un lobby de gauche, effectivement, mais c'est pas forcément qui viennent d'affairistes. Je trouve cette caractérisation d'ailleurs assez fausse. Je n'ai pas l'impression que la majorité des initiatives viennent de milieux affairistes. Et le deuxième point, c'est que, est-ce que vous croyez qu'au Parlement, les affairistes et les lobbies n'ont aucune influence? Donc, de nouveau, il faut comparer les deux systèmes. Et si vous trouvez que les affairistes et les lobbies ont trop d'influence dans une démocratie directe, eh bien, je vous laisse comparer avec l'influence qu'ils ont dans les couloirs du Parlement. Et maintenant, on va suivre cette intéressante intervention du rapporteur. Donc, nous, dans le cadre du travail que nous menons aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est un Parlement renforcé qui puisse exiger plus d'évaluation et plus de contrôle de l'action du gouvernement. Nous voulons un gouvernement qui puisse agir, qui soit contrôlé, et des parlementaires qui puissent se rendre compte de ce qui est mené et l'évaluer. Alors, voilà
l'enjeu, le périmètre initial de la réforme constitutionnelle, que je ne souhaite pas et que nous ne souhaitons pas voir dénaturé, même si j'ai bien compris que l'occasion d'une révision de la loi constitutionnelle, et c'est bien compréhensible, aiguise les imaginations et permet à chacun, et c'est le jeu démocratique, de faire des propositions qui lui sont chères. Mais pour ceux qui nous concernent et pour ceux qui concernent la Commission, qui a statué sur un certain nombre d'amendements, un nombre certain même, pendant plus de 40 heures, eh bien la position est de rester sur cet équilibre. Nous le verrons plus tard si on y arrive, la suppression d'un certain nombre de règles totalement dépassées et totalement archaïques, mais c'est de renforcer le Parlement dans un certain nombre de ses pouvoirs et de permettre, au fond, à la Ve République de prendre un nouvel élan qui lui permette de durer dans la stabilité que nous connaissons. Donc là, c'est du blabla dans le sens qu'il n'y a aucun argument durant ce dernier intervalle, il n'y a aucun argument qui est donné contre l'amendement proposé. C'est juste un rappel de leur objectif de réforme constitutionnelle. D'ailleurs, cet accent qu'il met que le rapporteur met sur le contrôle du gouvernement par les députés, tout ça est très ironique compte tenu que le mouvement En Marche a la large majorité au Parlement et à la botte de Macron. Ensuite, il réutilise ce mot équilibre un peu magique dont j'ai déjà parlé et qui permet d'évacuer le peuple qui est si déséquilibrant. Il y a aussi une référence au travail de la commission qui a très durement travaillé, bien qu'elle savait évidemment d'avance quelle serait sa décision finale. Donc, grosso modo, ça permet au rapporteur, cette partie de son intervention lui permet de donner l'impression qu'il répond à ceux qui ont proposé l'amendement en parlant complètement en fait à côté. Et maintenant, regardons la suite de son intervention. Voilà pourquoi c'est un avis défavorable, j'ai envie de dire, pour quasiment les mêmes raisons que précédemment. Alors, pour les mêmes raisons que précédemment, donc ça se réfère au tout début de son intervention quand il parlait de Le Fur. Donc, c'est pour conserver le pouvoir du Parlement qui doit être réduit ni par une augmentation du pouvoir présidentiel, comme ce serait le cas avec une extension du référendum d'initiative présidentielle, point sur lequel je suis d'ailleurs assez d'accord, mais pas non plus par une extension des droits populaires. Maintenant, écoutons la fin de son intervention. En déniant toutefois un argument que j'ai entendu, qui voudrait que, outre le contresens que je peux toujours commettre, je ne serai pas seul dans cette situation, mais que je verrais une concurrence entre l'expression d'un référendum et le rôle du Parlement. Pas du tout, et M. Le Courson l'a parfaitement mis au clair. Il ne s'agit pas d'organiser ou de craindre une concurrence, il s'agit simplement de considérer que le Parlement a un rôle majeur à jouer dans l'élaboration de l'expression de la volonté générale, cela s'appelle la loi, et que nous ne souhaitons pas nous dérober à nos responsabilités sous prétexte parfois démagogiquement de se saisir de l'opinion publique. Donc, si le rapporteur est contre l'amendement proposé pour un référendum d'initiative citoyenne, c'est simplement parce qu'il ne veut pas que le Parlement se dérobe à ses responsabilités, en laissant le peuple décider. Alors là, c'est un argument assez fantaisiste, parce que eh bien, le Parlement, il y a aussi un Parlement en Suisse, donc quand je dis qu'il y a une démocratie directe en Suisse, il y a aussi la partie élective, c'est une démocratie semi-directe. Et le Parlement a bien sûr toujours son travail à faire, il a toujours ses responsabilités. Et bien sûr, quand il va faire une loi, il doit penser un petit peu à ce que pense le peuple, à l'opinion du peuple, parce qu'il sait qu'il peut y avoir un référendum. Et puis, s'il s'agit d'une initiative, là aussi, le Parlement, il va débattre pour savoir s'il veut ou pas
soutenir cette initiative, quelle est sa position par rapport à cette initiative. Et puis, il peut aussi proposer un contre-projet. Donc, il peut, s'il trouve que finalement l'initiative, les initiants avaient bien vu un problème et qu'ils ont proposé une mauvaise solution ou que cette solution est mal formulée, ils peuvent, dans leur débat éclairé, rédiger une autre proposition, un contre-projet qui sera soumis en votation en même temps que l'initiative. Donc le Parlement peut parfaitement prendre ses responsabilités, même quand dans le cadre d'une démocratie semi-directe où le peuple a un référendum, un droit d'initiative et de référendum. Donc je ne peux que recommander au Parlement français de prendre ses responsabilités, mais sans faire taire le peuple, parce que sa responsabilité ne consiste pas à faire taire le peuple. Et maintenant, je vous propose de regarder la toute fin de son intervention. Le plus souvent d'ailleurs, pour anéantir la contradiction. Et donc minorer les oppositions, car l'usage régulier qui peut être fait de cette pratique référendaire, c'est de faire taire, au fond, les minorités et les oppositions. Eh bien nous, de cela nous ne voulons pas, et s'il faut être démocrate pour plus que nous le serons. Donc la majorité présidentielle est bien trop attachée à la démocratie pour pouvoir accepter un amendement qui pourrait conduire à introduire un référendum d'initiative citoyenne. Donc l'argument est assez comique, surtout dans le contexte, parce qu'il parle de faire taire les minorités, et il le dit lors de débats parlementaires pendant lesquels la majorité va constamment, non pas faire taire la minorité parce que la minorité peut toujours causer, mais va systématiquement refuser les amendements proposés par les différentes minorités. Donc il est justement en train de faire le truc qu'il accuse la démocratie directe de faire. Donc c'est vraiment très ironique comme situation. Et faux parce que, premièrement, dans une démocratie directe, quand il y a ces votations populaires, eh bien c'est vrai que c'est la majorité, au bout du compte, qui va décider. À la fin, il y a un vote, oui ou non, et puis c'est la majorité. Enfin, c'est comme au Parlement, il y a aussi à la fin, après tous ces débats, un vote, oui ou non, et puis c'est la majorité qui va gagner. Donc, dans ce sens-là, c'est la même chose. La différence, et elle est cruciale, c'est que lorsqu'il y a un référendum populaire, la minorité, finalement, elle soumet son projet, elle défend ses thèses, et il y a chaque citoyenne, chaque citoyen qui va aller voter. Et si c'est une minorité qui a proposé une certaine réforme, eh bien, elle va essayer de convaincre ses citoyennes et ses citoyens. Peut-être qu'elle n'y arrivera pas, peut-être qu'à la fin, ce sera une majorité contre. Et puis, ben, oui, effectivement, c'est la majorité qui décidera, mais elle a cette possibilité non seulement de s'exprimer, mais aussi d'essayer de convaincre les citoyennes et les citoyens. Et là, la minorité, si vous le regardez, la minorité au Parlement, par exemple, dans ce cas-là, c'était un amendement des Insoumis, ils ont zéro chance de convaincre la majorité du Parlement. Ils ont zéro chance parce que les parlementaires eux-mêmes, c'est pas simplement qu'ils réfléchissent et suite à ces débats éclairés, ils se font chacun leur opinion et vont décider et voter en conscience. C'est pas ça. Ces parlementaires appartiennent à un parti. Et il y a une discipline de parti. Et cette discipline de parti, elle est très forte parce que celui qui domine le parti va décider aux prochaines élections qui pourra se présenter au nom du parti. Vous voyez que là, ça dépend beaucoup de comment sont organisés les partis. Si c'était chaque département choisissait, donc dans un parti donné, il y aurait
les sections de chaque département, et chaque section choisirait les députés pour son département, et puis et ensuite ça donnerait la députation du parti. Ce serait différent. Mais comme ce qui se passe en France, il n'y a pas cette sorte de fédéralisme à l'intérieur du parti. C'est en fait décidé en haut. Et puis, celui qui domine le parti, il va décider qui pourra se présenter. Éventuellement, il y aura des parachutages. Un tel sera parachuté dans tel département. Euh, mais ça va être décidé en haut dans le parti qui pourra se présenter. Donc ça veut dire que ces députés, ils sont, pour ce qui est de la prochaine élection, ils sont complètement dépendants de ce que va décider celui qui domine le parti. Et dans le cas du mouvement En Marche, donc c'est Macron, et c'est Macron qui va dire toi tu peux te présenter ou toi tu peux pas te présenter dans le cadre de mon parti. Et ça fait que les députés doivent suivre la discipline du parti. Ils ne peuvent pas simplement envoyer, Macron dans les roses et dire je vote en conscience. Disons, c'est pas ça. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour la minorité de convaincre la majorité. Enfin, dans le contexte actuel, c'est quasiment impossible. Et quand vous regardez ces débats, ils sont rythmés, ponctués constamment par qui est pour l'amendement, qui est contre, refusé. Et on passe à l'amendement suivant, qui est pour, qui est contre, refusé. Entre deux, il y a bien sûr les débats, mais disons le résultat, la décision, elle est claire d'avance. Donc, il n'y a aucune chance de convaincre la majorité parce qu'il y a cette discipline du parti pour les raisons que je viens de dire. Par contre, quand une minorité s'adresse à la population, là, il n'y a pas de discipline du parti. Je veux dire, les citoyennes et les citoyens ne sont pas obligés de suivre les mots d'ordre du parti. Ils n'ont aussi pas de sanctions personnelles. Ils ne sont pas candidats. Ils n'ont pas de sanctions personnelles s'ils ne suivent pas les mots d'ordre du parti. Et ils sont peut-être dans aucun parti du tout, d'ailleurs. Donc la minorité a beaucoup plus de chances de convaincre la majorité des citoyennes et des citoyens que la majorité au Parlement. Donc cet argument est complètement faux et très ironique dans les circonstances où il est présenté. Et voilà, cette vidéo a déjà duré un certain temps, donc je vais garder pour une autre vidéo mes remarques sur la réponse de la ministre de la Justice. J'espère que cette vision commentée de la réponse de la majorité présidentielle à cet amendement des Insoumis vous aura intéressé. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.